Bonjour, merci d'avoir invité la FHP à votre congrès. Lamine Garbi participe et intervient au congrès de la CHAM. C'est pour ça qu'il regrette de ne pas être avec vous, mais il m'a confié la délicate mission de vous dire ces quelques mots. Je remercie Philippe et Sophie de nous avoir accordé ce temps. C'est tellement important compte tenu des relations de travail et d'amitié qui nous unissent depuis de nombreuses années. La qualité des relations que nous entretenons avec vous, les médecins qui exercent dans nos établissements ou en ville, est certes gage de la pérennité de nos établissements, mais surtout la garantie d'une réponse pleinement adaptée aux besoins de santé de la population et de nos concitoyens sur les territoires. Alors je vais vous proposer une intervention avec peut-être 3 parties. Quelques mots pour vous parler des propositions que la FHP a fait auprès du ministre lors de travaux issus de commissions internes, mais aussi des travaux que nous avons pu faire avec les représentants des médecins au travers du CLAP. D'ailleurs, vous y participez. Et deuxième point, donc peut-être partager les enjeux et les points d'actualité de la FHP. Il y en a certains, vous le verrez, qui sont les mêmes que les vôtres. Ça ne vous surprendra peut-être pas non plus. Et puis quelques perspectives que nous pourrions travailler ensemble et que je dessinerai en termes de conclusion. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, nous avons commencé à travailler un certain nombre de propositions pour notre ministre. Et ces propositions, nous les avons remises au ministre, donc une première fois début juin et puis une deuxième fois au mois de juillet à M. Braun. L'objectif de ces fiches était de donner à la fois des grands axes qui nous tiennent à cœur, mais aussi surtout de faire des propositions tout à fait opérationnelles. Je vais vous présenter là juste les quelques axes sur des sujets que nous partageons. Bien entendu, ce ne sera pas l'intégralité des fiches. Donc la première chose que nous avons exprimée au ministre, c'est qu'il est important de tirer les leçons de la Covid. C'est vrai que cette crise sanitaire a montré un engagement sans pareil du monde de la santé et une formidable résilience de l'ensemble des acteurs de la santé pour répondre à l'urgence de la situation, puis pour se mobiliser dans la durée. L'action commune dans les territoires a montré son efficacité. Donc nous proposons aujourd'hui s'appuyer sur ces travaux qui ont été réalisés, ces actions communes qui ont été faites et d'amplifier cette logique de coopération pour en finir avec une approche qui est totalement cloisonnée. Il faut simplifier les parcours de soins. Et aujourd'hui, en fait, cette coopération, elle est en partie bridée. Alors, elle est bridée par deux faits. Le premier fait, c'est, vous savez que dans les ARS, ils ont plusieurs missions, dont la mission de supervision du secteur public. Donc nous demandons à ce que les missions des ARS soient recentrées sur la régulation, l'organisation, la coordination, l'animation, on va dire, des coopérations entre acteurs dans un territoire, mais que maintenant elles ne soient plus du tout sur la supervision et la responsabilité des hôpitaux publics avec nomination des directeurs, suivi des résultats, etc., etc. Ça permettra effectivement aussi de sortir d'une ambiguïté qui a été créée au moment de la création des GHT, puisque il y a toujours un peu une confusion finalement sur un territoire entre la GHT et puis, enfin le GHT, excusez-moi, et puis l'offre du territoire. C'est une vision qui est vraiment hospitalo-centrée publique. D'ailleurs, c'est ressorti très fort et je crois que vous aviez partagé aussi cette réaction comme nous lors du Ségur. Le Ségur était, on peut le regretter, vraiment basé sur l'hôpital public. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que tous les acteurs de santé dans un territoire soient reconnus de la même façon. Le rôle de chacun est important, le rôle de tous est important, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir une expression sur le fait que les ARS ont besoin de tout le monde, les citoyens ont besoin de tout le monde, l'État a besoin de tout le monde et donc de la même façon des collaborateurs, des médecins, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient salariés, des établissements, qu'ils soient publics ou privés. Et ça, c'est un petit peu un principe fondamental sur lequel je m'arrête quelques instants parce que, en fait, aujourd'hui, on a d'abord une gestion, notamment au niveau du ministère de la Santé, qui est basée sur l'hôpital public, et puis après, on voit comment on raccorde le privé. Nous, on demande que, d'emblée, les choses soient considérées avec les acteurs de santé du territoire, c'est-à-dire les salariés, les libéraux, les établissements publics, les établissements privés, et l'hôpital et la ville. On a besoin de tout le monde. Et c'est vrai que, on en reparlera tout à l'heure, mais la démarche que vous avez initiée avec vos collègues salariés des hôpitaux publics
est intéressante dans ce sens-là et j'y reviendrai tout à l'heure. Nous demandons aussi, et ça c'est comme vous, une dynamique et une véritable simplification des démarches administratives sur un territoire et au niveau national. Alléger les pesanteurs administratives, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut maintenant qu'on puisse travailler plutôt avec des relations de confiance, avec des relations basées sur le contrat et qu'on soit enfin débarrassé de toute cette pesanteur administrative qui crée une complexité avec des objectifs qui sont mal identifiés, un manque de pragmatisme et je sais que vous êtes aussi attentif sur ce point, souhaitant vous concentrer, et on le comprend, sur votre corps de métier, sur la médecine et donc nous demandons de la confiance plutôt que de la contrainte. Un autre point, c'est revoir la conduite des réformes. Nous sommes très inquiets aujourd'hui de la conduite des réformes du financement en psychiatrie et en SSR, maintenant SMR. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a pas de simulation, parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'il est clair que l'application stricte des réformes telle qu'elle est envisagée aujourd'hui va entraîner de facto des résultats qui seront tout à fait contraires aux objectifs recherchés pour ces activités. Donc on demande à ce qu'il y ait une révision de ces réformes, simplifier les procédures d'autorisation. Ça, vous connaissez par cœur, donc je ne vais pas m'étendre, mais on le partage. Et puis trouver enfin une solution aux difficultés issues du décret IBOD de janvier 2015. Bon, ça ne peut plus durer, cette situation intermédiaire, donc il faut qu'on trouve des solutions. Alors un autre point, c'est bien sûr améliorer l'accès aux soins. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait des propositions aussi. J'ai pu le lire avant l'été, donc lors de la mission de M. Braun, pas encore ministre. Donc c'est vrai que nous, on pense, et ça fait un peu écho à ce que je disais précédemment sur le rôle reconnu de l'ensemble des acteurs de santé sur un territoire. Il faut amplifier les coopérations entre le public et le privé, et entre la ville et l'hôpital, pour répondre aux besoins de santé des citoyens. Et il faut inclure toutes les ressources et tous les moyens dont on dispose, surtout qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre de régions dans lesquelles des difficultés sont rencontrées, des difficultés très importantes d'accès aux soins. Donc on demande aussi que toutes les ressources soient identifiées dans le répertoire opérationnel des ressources, le fameux ROR, de manière à ce qu'on puisse avoir une meilleure cartographie, on va dire, des ressources à disposition. Sur l'accès aux soins, on pense aussi qu'il faut travailler, mais j'ai lu aussi que vous y pensiez et vous travaillez dessus, à la permanence des soins en établissement de santé. C'est clair que les derniers schémas maintenant sont un petit peu anciens. Ils ont été faits à une époque où en fait beaucoup de choses avaient été faites pour éloigner le privé de cette possibilité de participer à la permanence des soins en établissement de santé. Aujourd'hui, on demande à ce que le secteur privé soit pleinement intégré et qu'il y ait des organisations territoriales, mais bien sûr avec une égale concertation, une égale reconnaissance et des rémunérations strictement équivalentes pour le public et pour le privé, et donc pour tous les médecins libéraux. La mission prime sur le statut. La mission, c'est aussi même responsabilité, même droit, même rémunération des gardes et des astreintes. Et cela rejoint l'idée que nous défendons par ailleurs d'un service public de santé dans chaque territoire. En termes de parcours professionnel et de métier, nous pensons que, et aussi justement pour organiser les soins et l'accès aux soins sur un territoire, que ce soit les soins primaires ou que ce soit les consultations spécialisées, les examens complémentaires, nous pensons qu'il faut valoriser les exercices mixtes ou partagés pour les médecins, quel que soit leur statut, favoriser les passerelles entre le public et le privé. Donc il faut ouvrir de manière efficace aussi les stages aux internes. Aujourd'hui, on n'a que 0,7% des internes qui font leur stage dans le privé. Petit problème, n'est-ce pas? Donc on demande à ce que largement l'internat et les internes puissent venir se former auprès de vous finalement dans nos établissements. Alors, pour travailler dans les régions et pour répondre aussi efficacement aux besoins de coopération, à la PDSES, et prendre des décisions qui soient au plus près des besoins et ajustées à la réalité de terrain, il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est la donnée. Aujourd'hui, on n'a pas de pilotage pour la donnée. Alors, il y a moult organismes, services du ministère qui s'occupent des chiffres, qui les regardent, mais alors de quelle façon finalement? Dans le passé, dans le rétroviseur. Par exemple, l'adresse publie des données de N-1, N-2, etc. C'est pas avec ça qu'on va piloter, c'est pas avec ça qu'on va réussir la régionalisation. Donc ce qu'on demande vraiment, c'est qu'il y ait moins de contraintes, plus de contrats, des contrats avec des chiffres, des contrats avec des rémunérations, même droit, même devoir,
et éclairé par la donnée, par l'évaluation et par le pilotage. Ça, c'est vraiment un point important sur lequel on insiste. Pour cela, il faudra certainement qu'il y ait une réforme de la gouvernance nationale parce qu'aujourd'hui, on est assez loin du but, comme vous le savez aussi. J'ai parlé de coopération, j'ai parlé d'organisation territoriale de la permanence des soins, j'ai parlé des passerelles nécessaires entre le public et le privé. Et finalement, tout ça se retrouve dans un point assez fondamental pour nous, c'était de rénover le service public hospitalier. Aujourd'hui, les mêmes missions ont été réalisées pendant la crise sanitaire pour faire face à la pandémie. On n'y serait pas arrivé. On a eu besoin de tout le monde. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que égalité de droits et de devoirs, et puis bien sûr, l'organisation d'un service public de santé territorial qui comprenne l'ensemble des acteurs, et pas simplement les uns ou les autres, mais l'ensemble des acteurs ensemble, avec une égale reconnaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, pour finir, en fait, pour répondre aux enjeux de régionalisation de la santé, il faut bien sûr, j'ai fait allusion à propos des données, hein, c'est accompagner cette régionalisation, outiller les agences, leur donner les chiffres qui sont nécessaires à la bonne compréhension de ce qui se passe, mais non seulement les agences, mais aussi l'ensemble des acteurs de santé. Car sinon, comment prendre une décision ? Comment faire un choix entre une organisation plutôt qu'une autre, entre des ressources plutôt que d'autres, si on n'est pas capable d'étayer la prise de décision par la mesure. Et donc les mesures, les données sont relativement complexes. C'est pour ça qu'il faut outiller à la fois les agences comme l'ensemble des acteurs de santé qui sont dans des commissions d'allocation des ressources, des commissions qui travaillent sur les schémas ou l'Exos ou autres. Bien sûr, tout ça, il va falloir le travailler, bien sûr, nous, vous, médecins libéraux, nous, établissements de santé, ça va de soi, mais il faut aussi qu'on apprenne à aller beaucoup plus avant, vers les patients, vers les représentants des patients, et bien sûr aussi vers les élus et les responsables politiques dans les territoires, car ils ont une forte demande. Donc c'est l'ensemble de cette démocratie territoriale de santé qui pourra répondre aux besoins et trouver les meilleures solutions qui sont des solutions locales et qui ne sont pas des solutions issues de grands décrets ou de grands textes nationaux. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Ça revient à l'idée que j'ai exposée tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup plus de contrats locaux, d'organisation territoriale entre les acteurs également considérés et beaucoup moins de contraintes et de dispositifs administratifs nationaux comme aujourd'hui on peut le connaître. Alors, il faut disposer bien sûr d'un arsenal de boîtes à outils pour appuyer les actions et puis répondre à ces besoins. Mais on a aussi besoin d'équipes, de personnel. On a besoin de formation. On peut répondre à des situations de besoin d'emploi dans certains territoires. Aujourd'hui, nous militons au niveau de la FHP. On n'est pas seul. On a aussi les autres fédérations sanitaires et médico-sociales privées et même la FHF. On milite pour avoir un Big Bang de la formation. Alors, qu'est-ce que c'est un Big Bang de la formation ? Finalement, c'est avant tout un pilotage interministériel, enseignement, recherche, travail et santé, pour permettre d'augmenter le nombre de personnels formés, mais aussi pour faire progresser la notion de contrat d'apprentissage, la promotion professionnelle, la validation des acquis et de l'expérience. Aujourd'hui, toute l'approche sur la formation, elle est cloisonnée. Elle est cloisonnée, donc chacun s'occupe de ses propres prérogatives, et finalement, on n'avance pas, et on se retrouve dans une ambiguïté et dans un paradoxe total, puisque au moment où il y a quand même plus de 2 millions de chômeurs, eh bien, dans le secteur sanitaire, on cherche environ 100 000 soignants. Ça apporte beaucoup de difficultés, je sais que vous le vivez au jour le jour, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais notre secteur de la santé représente une véritable opportunité pour le gouvernement, pour former des personnes, leur proposer des emplois en CDI dans les territoires, et nous, on a besoin de ces personnes. Donc, on a une attente très très forte, vous l'aurez compris, sur ces enjeux d'emploi-formation. Alors le deuxième sujet que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'était bien sûr faire un point et partager avec vous les enjeux d'actualité. Vous allez voir, il y a pas mal de sujets qu'on partage, des préoccupations qui sont communes, je dirais un peu malheureusement, mais enfin en tout cas c'est comme ça. Ce qui est certain, c'est que il y a eu plusieurs périodes depuis le début de l'année, avec des périodes préélectorales, des périodes électorales, des périodes post-électorales, des changements de ministres, des changements d'équipe. Donc tout ça a complexifié, on va dire, la période, mais ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que nous, on trouve vraiment que tout va vraiment beaucoup trop doucement. Les perspectives qui sont devant nous et les messages que nous apportent
ne sont pas de nature à nous rassurer. Une des craintes qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que beaucoup de sujets soient reportés au nom donc, des conclusions du Conseil national de la refondation en santé. Nous, on s'est exprimé sur le sujet, sur les attentes qu'on avait sur l'époque, ça s'appelait la conférence des parties prenantes, et puis aussi ce qu'on ne souhaitait pas que la conférence des parties prenantes couvre, donc on s'est exprimé. Toujours est-il qu'il y a un certain nombre de points d'actualité sur lesquels on est extrêmement vigilant, attentif, et on attend, et on a exprimé d'ailleurs au gouvernement qu'on attendait des réponses. Alors, je ne vais pas revenir longtemps sur les enjeux d'emploi-formation, puisque je l'ai longuement développé lors de la première question. Donc, je sais que vous la partagez. La deuxième question, c'est la simplification administrative. Donc, on a d'ailleurs demandé sur ce sujet, en interfédération avec les autres fédérations hospitalières publiques et privées, qu'il y ait un rapport qui soit fait sur l'organisation de la gouvernance nationale. Je veux dire, on n'aura pas de simplification administrative tant qu'on aura des redondances de services au niveau national, des directions qui n'ont pas été... dont les missions n'ont pas été revues depuis longtemps. Donc, ça fait maintenant bientôt 4 ans qu'on porte au niveau national, dans le cadre d'amendements aux différents textes de santé, donc une demande d'un rapport sur la gouvernance nationale pour la réorganiser et pour qu'elle soit adaptée aux priorités qu'on a aujourd'hui devant nous. Après, donc, le troisième sujet, c'est bien sûr miser sur le numérique. Et là-dessus, ça serait peut-être une perspective qu'on pourrait avoir de réfléchir ensemble sur comment on travaille sur l'espace de santé numérique, quel usage, pour quelle efficience. Et ça m'intéressera d'en reparler avec vous, bien entendu. Après, le dernier point, mais celui-là, il est relativement vaste, il va me prendre quelques minutes, c'est le point, bien sûr, des financements et des rémunérations aussi pour vous, des financements pour nous. Alors, peut-être, premièrement, donc, rappeler l'ADN de l'hospitalisation privée. L'ADN de l'hospitalisation privée, c'est travailler et être rémunéré pour ses activités. Donc, c'est capital pour nous d'avoir de l'activité, d'avoir une dynamique d'activité et de proposer les meilleurs soins avec les meilleures pratiques à nos patients, que ce soit en hospitalisation complète ou en ambulatoire. On est contre le budget global. Et d'ailleurs, ces dernières années, même si on peut partager ensemble les difficultés rencontrées avec les différents épisodes Covid, avec bien sûr aujourd'hui la pénurie de personnel diplômé auxquels nous sommes confrontés. Donc c'est vrai que la période est compliquée. Cependant, je vais quand même vous livrer quelques chiffres qui montrent que nous sommes largement plus dynamiques que dans le public. Donc dans le privé, l'ambulatoire en 2021 a augmenté de 28% en médecine, la chirurgie ambulatoire de 7%, donc là je parle de chiffres qui sont comparés par rapport à 2019, alors qu'en médecine, dans le public, la hausse est de 13%. Et dans le dernier rapport que nous avons reçu à la FHP sur des chiffres donc, concernant l'hospitalisation, eh bien il n'y a aucun chiffre pour la chirurgie ambulatoire dans le public. Donc j'ai l'impression que cet oubli traduit peut-être un chiffre pas très présentable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme vous le voyez, on essaie d'impulser une dynamique. On a été accompagné par le gouvernement et heureusement en 2020 lors du début du Covid avec la mise en place d'une garantie de financement. Cette garantie de financement, elle a permis de survivre, elle a permis de passer des périodes extrêmement difficiles. Néanmoins, nous avons toujours eu un souhait et l'objectif d'en sortir. Nous, dans nos établissements, par rapport au public, les chiffres n'ont absolument rien à voir. Je vais vous les livrer, donc je me permets de les lire. Donc, le pourcentage d'établissements qui n'ont pas eu recours à la garantie de financement. Donc, c'est ceux qui n'ont pas eu recours, ça veut dire qu'ils ont été tarifés uniquement à l'activité, ça veut dire qu'ils avaient des activités au-dessus de 2019. Dans le public, en 2020, il n'y a eu que 3% d'établissements qui ont pu ne pas avoir recours à la garantie de financement. Et en 2021, 19%. Donc bon, il y a une progression entre 2020 et 2021. Bon, c'est normal, le premier confinement a été particulièrement rude en termes de déprogrammation. Pour le privé, les chiffres sont tout à fait différents. Il y a eu 39% d'établissements qui, en 2020, n'ont pas eu besoin de la garantie de financement et 44% en 2021. Donc, ce qui montre bien que beaucoup d'établissements ont eu une dynamique d'activité. Et donc, aujourd'hui, on souhaite que ces dynamiques d'activité puissent retrouver un rythme de croisière plus facile. Ce que je dois vous dire, c'est que en fait, en 2021, mais je pense que vous le savez déjà, c'est que les établissements donc, publics et privés n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité de 2019. Bien sûr, ce retard de reprise d'activité est plus important dans le public que dans le privé, avec 3,3% de recul pour les établissements donc, publics, donc je parle des activités MCO, et 1,2% pour les établissements privés.
Enfin, donc, on a reçu le PLFSS il y a 2 jours, un peu avec difficulté. En effet, il ne répond pas du tout à nos attentes. Il répond pas du tout à nos attentes sur plusieurs points. Premier point, c'est la non prise en compte de l'inflation à due hauteur de ce que ça représente dans nos charges. La LFSS maintenant de 2022 a été bâtie avec une hypothèse d'inflation à 1,5, largement balayée par une inflation qui est près de 6%. Aujourd'hui, il nous manque au moins 400 millions sur l'inflation pour l'ensemble des établissements publics et privés. Le deuxième point d'attention, c'est le non-financement annoncé, en tout cas le doute, on va dire, l'absence de réponse que nous avons sur le financement des mesures de revalorisation salariale telles qu'elles ont été faites dans le public pour les salariés du privé. On continue bien sûr à discuter et à le réclamer. C'est une juste revalorisation, même mission, même responsabilité, même salaire. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Mais toujours est-il qu'à ce jour, on n'a pas des réponses claires et le peu de réponses qu'on a est tout à fait insuffisante au regard de besoins. Donc je sais que cette question de l'inflation est aussi une question que vous portez. C'est tout à fait logique qu'on partage ce sujet. Nous le portons donc très fort auprès du ministère de la Santé. Et on n'est pas tout seul, hein. On a l'ensemble des fédérations hospitalières qui sont sur le même objectif et la même demande. La deuxième chose, c'est de revoir et de reporter les réformes du financement en psychiatrie et en SSR. Aujourd'hui, les résultats des simulations partielles qui ont été communiquées aux établissements sont tout à fait incohérents avec les objectifs de santé publique qui sont recherchés et ne garantissent pas aux établissements leur pérennité financière. Donc nous demandons à ce qu'on puisse retravailler tranquillement ces réformes avec des simulations entières, avec une concertation correcte et qu'on se mette en route et qu'on se mette en marche quand ça sera prêt. Et puis enfin, donc, nous avons toujours une demande importante d'augmenter la part de financement et la qualité, mais je sais que vous y êtes attentifs. Alors, pour terminer mon propos, je voulais juste dire un petit mot finalement des perspectives qui s'ouvrent à nous. Et donc, il y a bien sûr le sujet de l'approche territoriale et les projets de santé par territoire, premier sujet. Deuxième sujet, donc, comment on s'y prend pour travailler sur la permanence des soins en établissement de santé. Avoir un travail peut-être commun aussi sur l'accès aux soins non programmés. C'est un sujet sur lequel beaucoup de nos adhérents se sont déjà impliqués, mais on pourrait peut-être réfléchir un peu plus avant au niveau national pour voir comment on pourrait accompagner cette amélioration de l'accès aux soins ensemble. Et puis, bien sûr, toute la collaboration entre nous, avec vous et avec les CME, c'est aussi un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, sur lequel on réfléchit actuellement pour continuer à progresser avec vous, qui êtes nos partenaires. Voilà, donc je suis très contente d'avoir pu exprimer ces quelques mots. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, je remercie encore Sophie et Philippe de nous avoir invités. Et puis, au plaisir de se revoir assez rapidement et de pouvoir continuer ces échanges et cette discussion. Et je vous souhaite un bon congrès et une excellente journée.